Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver. Voici le programme de l'émission. On va démarrer par notre focus. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont aussi les règles, les conseils à adopter et à suivre pour un usage maîtrisé du numérique au sein des familles? Voilà un nouvel épisode de La Famille tout écran qu'on découvre dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. C'est Lisa de Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler? Eh bien, je vais vous parler d'un sujet un petit peu embêtant. Je vais vous parler des arnaques en ligne pour les faux placements qui sont en hausse. Effectivement, bon, on voit ça avec vous dans un instant, c'est important. Et puis, notre sujet du jour ici, on changeait de regard sur l'intelligence artificielle. On parle souvent de robots qui mettent la main sur nos emplois, d'algorithmes ou de géants de la tech qui dominent peu à peu notre pratique. Mais derrière tout ça, une autre vision émerge, celle d'une intelligence artificielle plus sobre, plus éthique et plus locale, développée, vous allez le voir, par une nouvelle génération d'ingénieurs. On en parle avec deux invités qui incarnent justement cette transformation. D'abord, avec vous, Baptiste Huvel, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. On est très content de vous recevoir. Vous êtes étudiant à l'ESE et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Orama et qui incarne justement cette transformation. On va découvrir ça dans un instant. Et puis, vous êtes accompagné d'Isna Kimembe. Vous êtes responsable de la majeure conception et réalisation appliquée aux technologies émergentes. Ah, rien que ça, oui. Référente entrepreneuriat à l'ESE. On est ravis aussi de vous recevoir. Merci. Bonjour. On en parle ensemble dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire, le Clémy, et un nouvel épisode de sa série, La Famille tout écran. Notre sujet du jour, maintenant, face aux intelligences artificielles qui consomment des montagnes d'énergie et de données, une autre voie se dessine. Maintenant, celle d'une innovation frugale, ouverte et souveraine. Et ce n'est plus seulement, vous allez le voir, une affaire de laboratoire high-tech, parce qu'il y a maintenant des écoles, des étudiants, des chercheurs aussi qui inventent déjà l'intelligence artificielle de demain au service du réel, du terrain et puis des besoins concrets. Et puis il y a des jeunes entrepreneurs aussi qui prennent ça très au sérieux et leurs écoles également. On en parle tout de suite justement dans la première partie du talk. Et on en parle avec nos invités, je vous les ai présentés en introduction, mais les revoilà. Baptiste Huvel, je rappelle donc que vous êtes étudiant dans cette école qui s'appelle l'ECE, fondateur d'Orama, que vous allez nous présenter dans un instant. Et Isna Kimembe, vous êtes la référente entrepreneuriat, entre autres, à l'ECE. Baptiste, vous avez bientôt 22 ans, je crois, là, dans quelques jours ou quelques semaines. Vous venez d'un lycée agricole aussi. Et aujourd'hui, vous développez une intelligence artificielle qui est utilisée dans des secteurs comme la défense ou comme le BTP. Tout ça est très sérieux. Racontez-nous ce que vous faites avec Orama. Alors avec Orama, c'est parti d'une histoire au sein de l'école où c'était un projet initialement d'entrée dans ce laboratoire d'intelligence artificielle. Et donc c'est une technologie qui permet de faire de l'analyse visuelle. Peu importe le cas d'usage, peu importe le secteur d'activité. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en contact avec tout type d'entreprise, dans tout type de domaine. Et donc, l'objectif aujourd'hui est d'aider que ce soit les processus métiers ou les opérateurs sur leur lieu de travail, en les assistant, en automatisant tout ce qui va être détection visuelle, surveillance, etc. Ça marche plutôt bien. Ça fait combien de temps que vous développez ça? C'est très récent. Ce projet a commencé en décembre dernier. D'accord. Et j'ai créé ma société maintenant il y a un peu plus d'un mois. Donc je le disais, tout ça est très sérieux, non seulement parce que ça y est, la société est créée, mais aussi parce que vous travaillez dans des domaines particuliers quand même, et vous êtes accompagné donc par Isna. Baptiste, c'est quand même un bon exemple aussi d'étudiant entrepreneur. Qu'est-ce que ça dit de la philosophie de l'ECE ? Alors l'ECE, donc déjà pour la définir, c'est la grande école de l'ingénierie du numérique, pionnier justement dans l'IA. Ouais. Et notre objectif est d'avoir un mode de formation, d'apprentissage très différent, de donner un cadre à nos étudiants, mais dans ce cadre, de les laisser justement penser, repenser et aller eux-mêmes approfondir des connaissances. Et justement dans ce cadre-là, donc nous avons créé donc un laboratoire d'intelligence
l'intelligence artificielle. Voilà. Et le recrutement se fait sous une forme de piscine. Et donc Baptiste a fait cette piscine et par lui-même, il a pu apprendre, il est monté en compétences et est devenu tellement compétent et tellement impliqué qu'il en a monté justement après sa start-up et sa société derrière. Alors qu'on comprenne bien, parce qu'il ne s'agit pas d'une piscine dans laquelle on fait de l'aquaponie ou on nage, on est d'accord, c'est une piscine un peu comme à l'école 42, de ce que je comprends. Exactement. Racontez-nous, Baptiste. Et puis c'est la même philosophie derrière. Si on nous jette dans la piscine, on nous apprend à nager. Et au final, c'est ce qui se passe avec ce test d'entrée. Moi, j'y connaissais rien à l'IA, à part l'utilisation de ChatGPT jusqu'à décembre dernier. D'accord. Et j'ai été encadré par un professeur qui m'a donné un sujet, un thème, un projet à faire. Et en fonction de la motivation de l'étudiant, le projet aboutit plus ou moins loin. Et donc, je m'y suis plu et j'ai poussé le projet très loin, à un tel point où j'ai créé mon entreprise dedans. Bravo. Vous parlez justement, Esna, de former des étudiants et une IA, de ce que je comprends, plus responsable. C'est ça. Et ça, c'est pas toujours évident, justement, à l'heure des fake news, des deepfakes, de choses qu'on peut faire parfois avec l'intelligence artificielle qu'on n'avait pas forcément imaginé faire il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer justement comment concrètement vos élèves, comme Baptiste, sont formés à une utilisation beaucoup plus éthique, quelque part, de l'IA? Oui, alors par plusieurs moyens. Alors notre but, en tout cas au sein de l'ECE, notre objectif, c'est d'avoir justement déjà une souveraineté dans notre utilisation d'IA. Aujourd'hui, ChatGPT et tous les gros moteurs d'IA sont américains, chinois. Donc de revenir effectivement sur le fait de créer des modèles et là-dessus, on a eu la chance en plus d'avoir des étudiants qui ont créé des petits modèles. Vous savez, il y a des tailles de modèles. ChatGPT est un énorme modèle, beaucoup de données. Mais ça demande du coup non seulement un impact environnemental important, et aussi en termes de sécurité de vos données. Ça, c'est aussi un gros souci, notamment sur des domaines comme l'armée, mais comme la finance, ou comme il y a beaucoup de banques, beaucoup de choses, même dans la formation. Et donc, ils ont appris à travailler sur des petits modèles qui sont du coup en local, qui en plus de ça garantissent une sécurité des données, comme le fait justement Baptiste sur son modèle, et qui fait en sorte qu'aussi au niveau environnemental, il y ait beaucoup moins d'impact. On leur enseigne aussi tout ce qui est éthique environnementale et aussi éthique sociétale. Donc ça, c'est des choses vraiment importantes au sein de l'ECE. Vous aviez conscience justement de l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, Baptiste, avant qu'on vous l'enseigne? Non. Au début, non. Et c'est vrai qu'on s'en rend vachement compte. Je dirais que je m'en suis surtout rendu compte en travaillant sur mon projet, où j'ai dû utiliser des modèles plus ou moins gros, les entraîner, et tout ça demande de la puissance de calcul. Et aujourd'hui, cette puissance de calcul est très énergivore. Et donc, tout l'intérêt est là, d'entraîner des modèles sur des tâches spécifiques plutôt qu'utiliser des modèles très généralistes. Bien sûr. Et toute la plus-value est là sur ces projets. Le fait de les entraîner, de les rendre spécifiques, forcément, c'est moins énergivore. Elisa, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en fait, je m'interroge surtout sur l'effet finalement de ce que vous venez d'expliquer. Est-ce que vous l'appliquez aujourd'hui du coup à votre utilisation, par exemple, des modèles d'IA? Parce que je suppose que ChatGPT, vous continuez à l'utiliser. Est-ce que, en ayant pris conscience justement de l'impact écologique des IA, vous avez repensé votre utilisation, peut-être en utilisant des modèles alternatifs ou en ayant des prompts plus précis? Oui, bien sûr. Et c'est tout l'intérêt, je parlais de modèles spécifiques. Aujourd'hui, il y a des petits modèles qui sont très forts en maths, d'autres petits modèles qui sont très forts en informatique ou pour la rédaction de mails ou ce genre de choses. L'intérêt est là aussi, c'est que dans les processus que je suis en train de mettre en place dans ma société pour travailler avec les différents partenaires, l'objectif est de se détacher de toute cette grosse industrie qui à la fois sort des modèles très performants mais qui pollue énormément. Ma vision et la vision qu'on a à l'ECE avec tous les étudiants qui en font partie, c'est de faire du local et du spécifique. Et au sein même de l'ECE, nous utilisons maintenant des modèles locaux. Donc, nous prenons les travaux de nos étudiants. Déjà, on en est très fiers parce qu'on a eu en fait plusieurs top 1
de classement de petits modèles devant Google, devant Amazon, sur un site qui s'appelle Hugging Face. Et on est vraiment très fiers de ça. Nos étudiants, justement, ont pu contribuer à ça. J'imagine. Et en fait, nous-mêmes, on utilise ces petits modèles parce que nous avons des données sensibles, qui sont les données de nos étudiants. Notre but n'est pas de les donner, justement, à un gros moteur comme ChatGPT, mais par contre, on a besoin de gagner du temps et les automatiser. Donc, on développe en local pour être sûr que ça reste dans nos locaux et que les données ne fuitent pas. Bah oui, puisque j'imagine qu'il y a un sujet de souveraineté. Exactement. De fait. Voilà, tout à fait. Et on est vraiment sur cette image, se dire la souveraineté, vraiment des produits français, locaux et respectueux de l'éthique et l'environnement. Baptiste, j'ai cru comprendre, ou en tout cas j'ai entendu que votre projet avait été présenté au ministère des Armées. Comment ça s'est passé ? Eh bien, initialement, mon projet que j'ai réalisé pour rentrer à l'Intelligence Lab, le laboratoire d'IA de notre école, c'était un projet qui était orienté militaire. Moi, je suis en spécialisation défense et technologie. D'accord. Et donc, c'est tout naturellement qu'il y a eu la croisée des chemins. Et ce projet mélangeait IA et défense. Aujourd'hui, c'est un logiciel qui permet de transcrire une vidéo en une multitude d'indicateurs visuels et en une génération de rapports textuels. Et donc, ce projet a plu au ministère des Armées, à différentes instances. Et donc, j'ai eu la chance de le présenter à pas mal de monde. Et voilà. Après, aujourd'hui, je ne travaille pas avec eux, avec ma société. C'est des pourparlers. Et puis, j'espère que ça aboutira un jour. Ouais, c'est ce qu'on vous souhaite. Voilà. On est d'accord, Isna ? Tout à fait. Bon. Et puis, pour rebondir au sein de l'ECE également, nous organisons maintenant des hackathons avec justement l'armée, mais aussi les industriels. Parce que le but, c'est que ce laboratoire d'intelligence artificielle soit une puissance locale et souveraine de calcul pour que ces sociétés puissent justement développer leur cas d'usage. Bravo. Bah, on va continuer à en parler parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur ce sujet, justement, à la fois de l'intelligence artificielle et de son développement éthique, et puis du développement de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. On continue à en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. La planète tech en images, en vidéo. C'est le ZAP, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités. Aujourd'hui, Baptiste Huvel et Isna Kibembe. On va continuer, bien sûr, tous les quatre aussi avec Lisa à parler de ce sujet dans un instant. D'abord, on va écouter la chronique et j'en perds ma voix de Lisa qui a une idée derrière la tech. Une idée derrière la tech avec un peu plus de voix, c'est quand même mieux. Alors, des promesses de rendement exceptionnels, des publicités alléchantes sur les réseaux sociaux et puis au final, des économies envolées. Bon, ça, c'est l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers qui tire la sonnette d'alarme. Hein, Lisa, bah oui, c'est très sérieux. Les arnaques aux faux placements explosent en France et vous nous faites un petit point sur la situation. Effectivement, la situation est assez préoccupante. Philippines, selon une étude menée, comme vous le disiez, par l'AMF et publiée fin 2024, 3,2% des Français ont probablement déjà été victimes d'une arnaque à l'investissement, soit environ 1,5 million de personnes. Ah oui. Ça fait beaucoup, voilà, et ce chiffre est impressionnant. Ce qui l'est tout autant, c'est qu'il a triplé depuis 2021, où il s'établissait encore à 1,2%. Mon Dieu, bon, il va falloir créer une intelligence artificielle pour tout ça, Baptiste. On a de quoi s'inquiéter en tout cas. Comment ces arnaques se présentent-elles concrètement ? Eh bien, comme vous le disiez en introduction, en fait, la majeure partie du temps, elles prennent la forme de publicités sur les réseaux sociaux, promettant des gains rapides et sans risque. Ces annonces concernent généralement des domaines comme les crypto-monnaies, le forex, qui est l'un des plus grands marchés financiers au monde où l'on échange des devises étrangères entre elles, comme par exemple l'euro contre le dollar, ou encore des placements immobiliers. Ces campagnes utilisent parfois des deepfakes de personnalités ou de conseillers financiers pour gagner en crédibilité. Les deepfakes, qui, on le rappelle, bien évidemment, sont ces vidéos ou audios manipulés par intelligence artificielle dans le but d'imiter de façon très crédible la voix ou le visage d'une personne. Évidemment, on comprend que les réseaux sociaux sont un vecteur majeur de ces escroqueries. Absolument. Et l'AMF souligne d'ailleurs qu'ils sont plus largement devenus le terrain de jeu des escrocs, puisqu'ils leur permettent de toucher un public plus large, bien évidemment, et puis souvent jeune et donc mal informé. Même si c'est alarmant, j'imagine que c'est pris très au sérieux et que des mesures sont prises pour lutter justement contre ce phénomène. Bien sûr, l'AMF appelle en priorité les plateformes à faire preuve de plus de vigilance, notamment en consultant régulièrement les listes noires des acteurs frauduleux et en cessant aussi la diffusion, bien évidemment, de leur publicité. Côté utilisateur, il existe également des initiatives, comme par exemple le portail iScan, lancé par l'Organisation internationale des commissions de valeur, qui permet donc en fait aux investisseurs de vérifier si une entreprise ou un site internet a été signalé comme non autorisé ou frauduleux. Et puis dans le même esprit, on a aussi une initiative donc de l'AMF, AMF Protect Épargne, pour estimer le niveau de risque d'arnaque d'une proposition et de consulter là encore les listes noires et les listes blanches de l'AMF. Particulièrement utile, la responsabilisation est de mise, donc c'est le moment de faire un peu de prévention, Lisa. Alors si je ne me trompe pas, les deux portails sont iScan et AMF Protect Épargne, si je reprends bien. Voilà, c'est ça exactement. Et puis bien évidemment, l'essentiel, toujours côté utilisateur, c'est de penser à vérifier systématiquement l'identité de toute personne qui prétendrait être un conseiller financier, de se méfier aussi, bien évidemment, des promesses de gains rapides ou garanties, et surtout, ne jamais transmettre ses données personnelles ou bancaires par téléphone ou via des liens douteux. On en parlait justement avec le Clémy en introduction. La boucle est bouclée. Oh là là, merveilleux, mais qu'est-ce qu'elle est forte. Merci beaucoup, Lisa de Bernard. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. Deuxième partie du talk tout de suite avec toujours, bien sûr, la grande Lisa de Bernard et puis avec nos invités Baptiste Huvel. Je rappelle que vous êtes étudiant à l'ECE et fondateur d'Orama et vous êtes accompagné d'Isna Kibembe, responsable de la majeure conception et réalisation appliquée aux technologies émergentes. Il faut prendre son souffle pour dire tout ça. Et référente entrepreneuriat à l'ECE. Vous travaillez, Baptiste, sur une IA frugale et open source. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que ça veut dire pour peut-être celles et ceux d'entre nous qui, peut-être comme moi, ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Parce qu'on nous dit d'un côté, effectivement, et c'est important, qu'on a besoin d'une souveraineté nationale et même au niveau de votre école sur les données qui sont utilisées. Et d'un autre côté, open source, on a l'impression que ça va s'ouvrir à tous. Expliquez-nous un peu le paradoxe. Alors, aujourd'hui, il faut nuancer plusieurs choses. Déjà, il faut comprendre que quand on va parler de local, pour rebondir sur la première partie du talk, quand on parle de local, ça veut dire qu'on va parler de conception d'architecture. Aujourd'hui, parler avec ChatGPT, si je lui envoie une information, il m'en renvoie une autre.
Quand on est en local, il n'y a pas cet envoi. Tout se fait au même endroit. Ça veut dire qu'on doit construire le moteur depuis son fondement. Les pièces qui vont permettre de traiter la donnée et de donner une sortie fiable et cohérente, ça va être les modèles. Les modèles, on peut en utiliser un ou plusieurs dans ces architectures et ils sont open source. C'est-à-dire qu'on ne va pas toucher forcément au cœur du réacteur, ou si on va y toucher, c'est pour les personnaliser et les entraîner sur le cas d'usage. Et donc, on a toute cette architecture en local, ce qui fait que la donnée reste au même endroit du début à la fin, est traitée et répond aux besoins. Et ça répond complètement et ça rentre dans les enjeux actuels de souveraineté, de confidentialité et de gouvernance, mais aussi sur les enjeux de frugalité, parce que ça consomme rien du tout. Rien du tout. Isna, qu'est-ce que vous mettez en place justement, parce que vous avez en face de vous un étudiant entrepreneur, mais ça y est, son projet commence à prendre de l'importance, ça commence, j'imagine, à lui prendre du temps aussi. Donc qu'est-ce que vous mettez en place pour accompagner justement ces étudiants qui deviennent entrepreneurs dans la mise en place concrète de leur projet ? Alors, au sein donc, de l'ECE, nous avons le statut d'étudiant entrepreneur. D'accord. Donc, ce statut leur permet en fait de bénéficier déjà d'un accompagnement par mois, premièrement, proprement suivi, de formation également, parce qu'on le fait en partenariat avec Pépite, qui du coup est un institut au niveau Île-de-France, donc ils ont des formations autour de l'entrepreneuriat. D'accord. Et aussi de créer une communauté autour justement de l'entrepreneuriat pour pouvoir s'élever ensemble en fait. Hein. Comme on dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ben oui. Et surtout, notre laboratoire d'intelligence artificielle a comme but de faire rentrer toutes nos startups, nos spin-offs, pour demain les mettre aussi en relation avec tous nos industriels et partenaires et les faire grandir ensemble. Parce que les petits ont besoin des grands. Ouais, bien sûr, on ne le répétera jamais assez. Et puis surtout, c'est important pour vous aussi. Vous échangez déjà avec le monde industriel, on l'a compris. Aujourd'hui, vous en êtes à quel stade avec Orama et où est-ce que vous voulez aller ? Donc aujourd'hui, j'ai une technologie qui est mature, j'ai une technologie qui est fonctionnelle et qui nécessite que des cas d'application. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ma société il y a maintenant 1 mois. Et désormais, je suis en contact avancé avec plusieurs entreprises du monde du BTP et une entreprise du monde du nucléaire. Et je suis en contact avec le ministère des Armées pour justement trouver des cas d'usage, appliquer cette technologie dans leur secteur d'activité, répondre à leurs besoins. Et donc, j'espère que tout se concrétisera. Donc on comprend que vous touchez aussi à des sujets sensibles au-delà de l'intelligence artificielle. Vous travaillez sur des sujets de surveillance aussi. Ça pose forcément des questions éthiques au-delà de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils vous font confiance, ces grands ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de dire oui. Il y a quelques mois, j'aurais peut-être pas eu le même discours, mais je pense que... et je pense qu'il y a un changement de mentalité aujourd'hui. L'IA est en train de bouleverser pas mal de choses. Et là où il y a quelques années, un dirigeant cinquantenaire n'aurait pas forcément écouté un gamin de 20 ans pour parler vulgairement, aujourd'hui, je pense que c'est tellement nouveau et qu'on fait partie des premières générations à être formés sur l'IA qui nous accorde de l'importance. Et aujourd'hui, on est capable de développer des solutions, que ce soit tous mes copains ou moi, et peu importe l'école et peu importe l'âge, aujourd'hui, ma génération, on est les premiers formés dessus. Donc ça veut dire qu'on est capable d'apporter des éléments de réponse et des technologies pour répondre à leurs besoins. Vous partagez cet avis, ça ? Tout à fait. Quand on échange avec les industriels et les sociétés partenaires, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, pour l'instant, ils n'ont pas encore la maîtrise. Je le rends compte aussi sur certains étudiants en stage aujourd'hui, qui sont dans des institutions un peu encore archaïques. Ouais. Et pour eux, c'est une bouffée d'oxygène et d'innovation qu'apportent les étudiants. Donc, on a vraiment une opportunité là-dessus. Et c'est vrai que c'est la rencontre de ces deux mondes-là qui vont permettre de construire et de forger justement l'innovation de demain. Justement, l'innovation de demain qui, si on dégrossit un peu le trait, on a l'impression qu'elle est faite surtout par les GAFAM, hein, ces sociétés notamment américaines qui rivalisent d'innovation aussi. On en parlait bien sûr avec Lisa dernièrement et notamment en début d'émission. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment rivaliser en France avec ces géants américains quand on mise sur la frugalité, sur l'éthique, sur la souveraineté ? Alors, de mon point de vue, oui. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais c'est pour ça notamment que des étudiants ont pu travailler sur ces petits modèles. Je pense qu'ils ont une autre approche. Le fait d'être une grosse structure n'est pas la même chose quand on est justement une petite structure et d'avoir des gens pointus et à la pointe de l'innovation. Et le fait qu'on se retrouve dans des classements au-dessus de Google, au-dessus d'Amazon, sur des petits modèles, c'est qu'on est capable de les concurrencer aujourd'hui. Et je pense que je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, des PME ou des TPE qui
ont justement ce step à avoir pour numériser leur entreprise. Et aujourd'hui, ça fait peur. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de passer le cap, de numériser leurs données, etc. Mes parents les premiers, donc je vois très bien. Et aujourd'hui, je pense que nous, la plus-value qu'on apporte, c'est déjà tout ce dont on a parlé de souveraineté, gouvernance, etc. Et plus que ça, je vais aller plus loin, c'est toute cette partie accompagnement et suivi du produit. Aujourd'hui, moi, j'estime avoir 2 verticales, du sur-mesure sur le cas d'usage et toute une partie suivi, conseil, veille technologique et du coup adapté à leurs besoins. Et aujourd'hui, c'est ça qui plaît aux entreprises, parce que les gros industriels, ils ont des effectifs qui sont qualifiés dans ce genre de technologie, qui sont capables de les conseiller. Des plus petites entreprises, pas forcément. Et donc nous, nos intérêts aussi à petites startups et encore jeunes travailleurs, ils vont venir s'imbriquer ici. Je vous vois hocher de la tête. Oui, parce que c'est du pain béni pour les entreprises, dans la mesure où aujourd'hui la formation... former les équipes qu'on a déjà à l'IA, à toutes ces choses-là, en interne, c'est pas encore vraiment lancé. Il y a encore des freins. Et donc, forcément, en fait, oui, ils n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers la jeune génération qui s'est saisie des sujets. Mais au même titre que, par exemple, nous, notre génération, on était les premiers à vraiment maîtriser Internet dès le plus jeune âge. Et forcément, ça a intéressé les entreprises. Donc, j'ai envie de dire, chaque décennie a son lot d'innovation. Et forcément, on est obligé de piocher dans ces jeunes générations pour avancer. Bravo, en tout cas. Isna, quels sont selon vous les plus grands défis que vos étudiants, comme ceux qui vont suivre, dans les prochaines années, les prochaines décennies, vont devoir relever avec l'intelligence artificielle? Alors un grand défi, effectivement, ça va être par exemple, on discutait avec un industriel d'une grande société d'énergie, il ne faut pas les citer, EDF, qui disait qu'il y avait beaucoup de freins au sein de leurs salariés sur l'utilisation de l'IA par peur de perdre leur métier. Et le directeur disait la peur ne doit pas venir du fait de perdre son métier, mais d'être remplacé par une personne qui maîtrise l'IA. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est comment on peut être augmenté, comment moi je vais devenir une enseignante augmentée, comment on va tous du coup avoir des étudiants augmentés. Donc le défi va être là, d'être dans cette maîtrise, de rassurer quand ils arrivent sur un poste et d'arriver effectivement avec une vision éthique et sociétale importante. Aujourd'hui, ils créent des produits numériques qui ont des impacts environnementaux, des impacts sociétaux, et avec un profil et des publics très différents. Pour moi, les ingénieurs d'aujourd'hui doivent pouvoir développer pour des personnes qui ont tout type d'handicap et pour des personnes qui sont sur tout type d'environnement. Donc leur défi, il est là, vraiment. Non pas se faire remplacer, mais quelque part augmenter effectivement le métier actuel. Tout à fait. C'est le message qu'on retient. Baptiste, si vous avez justement, vous, un message à faire passer aux jeunes qui se disent « L'ingénierie, c'est pas pour moi, je suis pas fait pour ça, j'y arriverai jamais », qu'est-ce que vous leur diriez ? Au même titre que l'entrepreneuriat, je ne peux pas concilier études et entrepreneuriat parce que c'est trop compliqué, ça me prend trop de temps. Peut-être que mon école ne sera pas d'accord. Moi, je pense que je suis l'exemple parfait pour dire que j'ai fait lycée agricole. Rien ne me prédestinait à rentrer en école d'ingénieur. Au final, ça s'est plutôt bien passé pour moi grâce à Parcoursup et au fait que j'ai eu une scolarité plutôt, je veux dire, positive tout le long. Aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est d'être curieux, motivé. Et en fait, c'est ça les plus grandes qualités d'un ingénieur, je trouve. Parce que l'école et tout le parcours que va avoir l'étudiant durant sa scolarité va lui construire le cerveau, je trouve. Moi, aujourd'hui, je vois un changement sur moi-même entre le lycée et actuellement, dans la capacité d'aborder un problème, de réfléchir. Et aujourd'hui, je pense que l'important n'est pas tant les capacités techniques à 15, 18, 20 ans, c'est plus la capacité à s'adapter, à être curieux et à évoluer dans un environnement qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est plutôt un beau message pour terminer cette émission, non ? Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on développe ce côté-là, pour pouvoir les amener, eux, à aller au-delà et du coup à se dépasser pour aller beaucoup plus loin. Bravo en tout cas Baptiste d'avoir créé cette entreprise. On vous souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite. On rappelle que ça s'appelle Orama. Merci aussi à vous Isna d'avoir été parmi nous aujourd'hui, d'avoir accompagné Baptiste. Merci on rappelle beaucoup. Le CE bien sûr avec la piscine. Avec la piscine. Ça s'appelle la piscine. Tout à fait. Voilà, on aura appris. Merci aussi à vous Lisa d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. C'est important, ainsi qu'à toute la régie derrière lui. Et puis nous on se retrouve dès demain toujours à 12h30 sur School TV. D'ici là, passez une très belle journée. Ciao.